Alors, on va déjà comparer le fœtus avec l'enfant après la naissance ou un adulte, parce que ça ne va pas être très différent. Alors, le cœur, à partir du deuxième mois de la grossesse, il est presque déjà entièrement formé. Donc, ce qui fait que les malformations, on pourrait effectivement les détecter très tôt dans la grossesse si on en avait vraiment la sensibilité échographique, hein. Mais très souvent, c'est découvert au deuxième trimestre de la grossesse. Et c'est toujours effectivement très étonnant d'avoir un bébé qui va bien alors qu'on annonce à la maman ou enfin, au couple qu'il y a une malformation importante. Alors, sur la partie gauche de la diapositive, je vous ai représenté le cœur du fœtus, alors que sur la partie droite, c'est un cœur postnatal. Il faut savoir que le cœur du fœtus, il fonctionne avec des coupes-circuits, alors que en postnatal, la circulation sanguine, c'est un système qu'on appelle en série. On va déjà prendre le cœur de l'enfant. Lorsque on a du sang veineux qui revient par les deux veines caves dans l'oreillette droite, vient dans l'oreillette droite, il va passer dans le ventricule droit et il va passer dans l'artère pulmonaire. Ensuite, cette artère pulmonaire se divise en deux pour amener le sang dans les deux poumons pour qu'il s'oxygène. Et Mhm. ensuite, une fois qu'il revient dans la partie gauche du cœur, par des veines pulmonaires, ensuite oreillette gauche, ventricule gauche, et là, hop, ça va dans la circulation sanguine. Le sang oxygéné amène de l'oxygène à tous les organes, par les vaisseaux du cou et de la tête aux membres supérieurs et puis donc à la tête, et puis ensuite par l'aorte thoracique, ça va se disséminer à tout l'organisme. Et en fait, après, ça revient par les petits capillaires et on repart dans l'autre sens. Donc c'est toujours en série. Alors Mhm. que chez le fœtus, c'est la maman grâce au placenta. Et comme vous le savez, le placenta, il va y avoir un cordon ombilical qui va relier le placenta à l'enfant. Dans ce cordon ombilical, on a trois vaisseaux, une veine qui ramène le sang oxygéné, donc le sang riche en oxygène au bébé. Donc il va traverser le foie, se conduit, puis rejoindre la veine cave inférieure et arriver. Et puis, à l'inverse, l'aorte, elle va ramener du sang pauvre en oxygène au placenta pour qu'il s'oxygène par deux artères ombilicales. Et du coup, lorsque le sang oxygéné qui arrive par la veine cave inférieure, il arrive dans l'oreillette droite, comme on le voit sur le dessin, il est dérivé directement dans l'oreillette gauche par un petit coupe-circuit qu'on appelle le foramen ovale, que tous les bébés ont dans le ventre des mamans. À l'inverse, le sang qui arrive par la veine cave supérieure, qui est pauvre en oxygène, qui ramène le sang de la tête et des deux bras, lui, il va passer dans l'oreillette droite, puis le ventricule droit, et aller dans l'artère pulmonaire. Et là encore, comme les poumons ne servent pas à grand-chose, il y a très peu de sang qui va être emmené aux deux poumons. L'immense majorité du sang va être dérivée directement dans l'aorte par le canal artériel. Ce qui fait que même s'il n'y a pas de passage, par exemple, entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, eh ben, c'est pas très grave parce que le sang oxygéné, il va passer par le foramen ovale, dans l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'aorte. Donc, en anténatal, ça ne pose aucun problème. Parce que dans un premier temps, le canal, quand il se ferme, chez un enfant qui n'a pas de malformation, même chez un autre, il se ferme souvent dans les 3 premiers jours de vie. Et au début, il va se vasoconstricter. Et puis, si on laisse faire les choses, ben, il va finalement se transformer en une espèce de zone fibreuse. Et si on nous dissèque notre corps, on va trouver encore peut-être, enfin, on va trouver ce reliquat de canal artériel. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, ce canal artériel, il est très important et on dit aux mamans qu'il ne faut pas prendre certains médicaments, notamment des anti-inflammatoires au troisième trimestre de la grossesse, parce que parfois, ça peut, même chez des enfants qui n'ont pas de cardiopathie, ça peut faire fermer le canal artériel en anténatal. Alors, on va déjà prendre une cardiopathie
Du côté gauche du cœur, une cardiopathie fréquente, hein, il y a évidemment pas que celle-ci, mais celle-ci, c'est la plus fréquente, c'est la coartation de l'aorte. Alors, sur la partie gauche du diaporama, on a à nouveau le cœur normal après la naissance. Hein. Vous voyez que le canal artériel entre l'aorte et l'artère pulmonaire, il s'est fermé. On n'a plus non plus de trou entre les deux oreillettes. Et parfois se constitue un rétrécissement justement à l'endroit où souvent s'insérait le canal artériel. Et évidemment, ce rétrécissement, on imagine bien que le bébé, il ne va pas pouvoir tolérer ça bien longtemps parce que le ventricule gauche, qui est obligé de se contracter contre un obstacle, pendant un petit peu de temps, il va s'adapter, et puis au bout d'un moment, il va se fatiguer et l'enfant va devenir plus essoufflé. Donc ça, c'est une cardiopathie qu'on va détecter après la naissance, du coup. Alors, on peut quand même avoir, vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce qu'effectivement, en anténatal, comme le canal artériel est toujours là, très souvent, on ne va pas l'avoir, on ne va pas voir ce rétrécissement comme ceci. Par contre, on peut avoir des petits signes indirects sous forme de différence de taille de la partie gauche du cœur par rapport à la partie droite. Normalement, chez le fœtus, les deux oreillettes entre elles, les deux ventricules et les deux vaisseaux entre eux, ils ont à peu près la même taille. Si par exemple, au deuxième trimestre de la grossesse, on voit un ventricule gauche qui est plus petit que le ventricule droit, une aorte qui paraît plus petite que l'artère pulmonaire, eh bien, on va dire à la maman, il va peut-être se produire une coartation de l'aorte en période néonatale. Mais contrairement à l'atrésie pulmonaire, par exemple, c'est vrai qu'assez souvent, on n'a pas forcément une certitude qu'il va y avoir cette cardiopathie, surtout si la symétrie, elle apparaît que tardivement dans la grossesse, par exemple au 3e trimestre. Donc voilà pour cette. C'est vrai que cette cardiopathie, elle est un peu différente de celle que vous avez connue. Alors, l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, qui, elle, est un obstacle sur la partie droite du cœur. Alors, là encore, sur le petit schéma à gauche de l'écran, on a un cœur normal. Chez un enfant en postnatal, toujours plus de canal, effectivement, plus de trous entre les deux oreillettes. Et puis, sur la partie droite de l'écran, on a notre cardiopathie, l'atrésie pulmonaire avec communication interventriculaire. On a une aorte qui est à cheval sur une communication interventriculaire et on n'a pas de passage entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Alors là, par contre, dès l'anténatal, on peut dire aux familles, là, votre enfant, dans votre ventre, il n'y a aucun problème, mais par contre, à la naissance, évidemment que si le canal artériel se ferme, il n'y aura plus d'oxygénation possible et là, l'enfant va ne pas aller bien du tout. Souvent, la complexité de cette cardiopathie, c'est d'arriver à en faire le pronostic, parce que c'est parfois pas très facile à voir s'il y a bien de belles artères pulmonaires, si même parfois simplement c'est la valve qui est fermée, il y a quand même un tronc d'artère pulmonaire, ou si on est sur des formes moins sympathiques où il n'y a pas du tout d'artère pulmonaire. Et ça, parfois, quand on est échographiste d'anténatal, c'est très compliqué d'arriver à le dire. Donc, en général, ces bébés-là, on les fait naître plutôt près d'unités de cardiologie pédiatrique. Dans l'idéal, c'est souvent près d'unités où il y a de la chirurgie cardiaque, même si, par exemple, nous, à Dijon, on n'a pas de chirurgie cardiaque pédiatrique. Hein. Les enfants qu'on fait opérer, ils sont opérés en fonction de l'endroit d'où ils viennent, de la Bourgogne, soit sur la région parisienne, soit sur la région lyonnaise. Mais néanmoins, nous, notre rôle de cardiopédiatre, ça va être de tout faire pour que ce petit canal artériel ne se ferme pas. Les mamans peuvent tout à fait accoucher sur le CHU de Dijon, même si on n'a pas de chirurgien, parce qu'à partir du moment où nous, on arrive à maintenir le canal ouvert, eh bien, les bébés vont aller bien et peuvent attendre tranquillement à Dijon qu'il y ait une place disponible pour eux auprès des chirurgiens qui le font. Alors, on a à notre disposition un produit magique qui s'appelle, qui sont des prostaglandines E1. Alors, ça s'appelle Alprostadil. C'est un produit qui va maintenir le canal artériel ouvert
ou qui va pouvoir permettre de rouvrir s'il s'est fermé. On a pris l'exemple tout à l'heure de la coartation de l'aorte. Parfois, cette malformation, elle est, comme on le disait, elle est difficile à voir en anténatal. Et parfois, on a des bébés qui arrivent à 10 jours de vie, pas bien du tout. On n'a pas vu la malformation en anténatal. Ça peut être vrai d'ailleurs même pour l'atrésie pulmonaire à septum ouvert. L'enfant naît dans une maternité et là, tout d'un coup, on voit que l'enfant ne va pas bien. On nous l'envoie, on diagnostique une cardiopathie ductodépendante et grâce aux prostaglandines, on va pouvoir rouvrir ou maintenir ouvert le canal s'il était déjà en train de se fermer. Alors, c'est un produit qui ne peut être utilisé que sur une courte durée, de quelques jours à quelques semaines, parce que c'est déjà un médicament qui ne se donne pas par la bouche, ça ne s'utilise que par voie intraveineuse. Ça permet d'attendre soit le miracle de la chirurgie, ou parfois, ça peut être simplement du cathétérisme interventionnel. Par exemple, si on a un rétrécissement de la valve pulmonaire très serré, mais sans que ce soit une atrésie pulmonaire comme vous l'avez connu, eh bien, on peut, et qui n'est pas de CIV, on peut dilater la valve pulmonaire. Donc, c'est un traitement de courte durée par voie intraveineuse. Et puis, fait aussi qu'on ne peut pas l'utiliser au long cours, c'est qu'il y a quand même de nombreux effets secondaires. Ce que remarquent tout de suite les parents, c'est que les bébés paraissent inconfortables, ils sont très irritables. Il n'est pas rare que les médecins de réanimation qui ont en charge ces bébés soient obligés de leur mettre des médicaments contre la douleur pour qu'ils tolèrent mieux la perfusion. L'autre effet indésirable, c'est que parfois les enfants oublient de respirer, ils font des apnées. Et c'est surtout vrai chez les petits bébés, ceux qui naissent prématurément, ce qui fait que c'est un produit qu'on utilise en général dans des services de réanimation, où il peut y avoir une surveillance continue avec des médecins qui sont susceptibles soit de mettre une ventilation non invasive pour aider l'enfant, soit voire même de mettre carrément une sonde d'intubation avec une machine pour aider l'enfant à respirer. Et puis après, ce sont des enfants qui vont faire des œdèmes. Au début, c'est que les mains et les pieds. Et puis petit à petit, si vraiment on est obligé de l'utiliser pendant plusieurs semaines, ça va être carrément tout l'enfant qui peut être démacié. Il prend du poids à vue d'œil, mais c'est simplement de l'œdème et pas du bon poids, on va dire. En général, quand on a un enfant qui naît avec une cardiopathie ductodépendante, une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on a mis en route des prostaglandines, on appelle immédiatement les équipes chirurgicales pour ne serait-ce que réserver une place pour l'enfant. Très souvent, quand c'est des enfants qui ont été connus depuis la période anténatale, l'équipe, que ce soit à Lyon ou à Paris, sont souvent au courant que ces enfants-là vont naître. Et en général, on a toujours eu le temps de transférer les enfants, même s'il faut les transférer le jour même. C'est envisageable d'avoir la chance d'avoir un SAMU pédiatrique avec des gens très compétents qui les emmènent. Alors, ce n'est pas forcément un enfant instable, on va plus souvent le faire partir par la route que par l'hélicoptère, parce que l'hélicoptère, ça va plus vite, mais la place dans l'hélicoptère pour faire de la réanimation, c'est plus confiné et parfois moins confortable pour les médecins du SAMU pédiatrique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour tous ces renseignements sur la prise en charge des cardiopathies ductodépendantes. Nous aurons vraiment appris des mots aujourd'hui. Et puis sur tout simplement ce qui concerne là, pour le coup, tout être humain qui vit sur Terre, c'est-à-dire comment fonctionne notre cœur dans le ventre de notre maman. Un grand merci, docteur. Merci à vous.